Reinhard Heydrich est mort en juin 1942, mais l'ombre qu'il a projetée, elle, n'est pas morte avec lui. Sa veuve, Lina, et leurs enfants sont restés enchaînés au nom de l'un des hommes les plus redoutés du Troisième Reich longtemps après la fin de la guerre. Quand l'Allemagne s'est effondrée en 1945, ils ont tout perdu. Leur domaine, leur protection, leur place dans le monde de Hitler. Ce qui a suivi, ce sont des années d'interrogatoires, de batailles juridiques et une vie vécue sous un nom que beaucoup auraient voulu effacer. Abonnez-vous et laissez un commentaire. Votre présence ici compte vraiment. Reinhard Heydrich rencontre Lina von Osten fin 1930 lors d'un événement d'un club d'aviron à Kiel. Le coup de foudre est immédiat. Début 1931, un tournant s'impose brutalement. Heydrich fait face à une enquête navale pour s'être fiancé à Lina alors qu'il était encore engagé envers une autre femme. L'amiral Erich Raeder le révoque de la marine en avril, une fin abrupte de carrière qui le pousse vers un tout autre chemin. Encouragé par les convictions politiques de Lina et ses liens précoces avec le mouvement, il rejoint le parti nazi, puis quelques semaines plus tard les SS, une organisation où son ambition et sa discipline sont rapidement remarquées. Leur mariage en décembre 1931 scelle le début d'un partenariat qui façonnera à la fois son ascension et le destin de la famille qu'il laissera derrière lui. En mai 1942, Heydrich est protecteur du Reich par intérim pour la Bohême-Moravie, supervisant de dures mesures de sécurité à Prague. Le 27 mai 1942, des agents de la résistance tchèque, entraînés en Grande-Bretagne, attaquent sa voiture décapotable alors qu'il se rend à son bureau. Heydrich survit à l'explosion initiale, mais développe une grave infection après l'opération. Malgré les efforts pour le stabiliser, son état se détériore rapidement. Il meurt le 4 juin 1942 à Prague. Sa mort déclenche des représailles massives ordonnées par les autorités nazies et marque le début de changements profonds pour sa famille. Pour Lina et les enfants, l'impact est immédiat. Sa mort laisse sa veuve avec 4 enfants, Klaus, Heider, Silke et Marthe. Dans les mois qui suivent, Hitler tient sa promesse de soutenir la famille. Il confirme leur droit au domaine de Jungfernbreschan, en Tchécoslovaquie occupée. Cette propriété symbolise le statut de Heydrich dans la hiérarchie des SS et reste le centre de la vie familiale pour le reste de la guerre. L'existence au domaine se poursuit dans un mélange de privilèges et d'isolement. Lina organise des événements pour les familles SS et entretient des liens sociaux au sein de l'élite nazie. Elle reste loyale à la mémoire de son mari et perpétue le monde idéologique qu'il a contribué à bâtir. Les derniers mois de la guerre apportent des changements foudroyants. Avec les forces soviétiques approchant de Prague, Lina et ses enfants fuient vers l'ouest en direction de la Bavière. Ils rejoignent ce qui devient bientôt la zone d'occupation américaine, parmi des milliers de réfugiés allemands ayant perdu leur foyer. À la fin de 1945, Lina et les enfants se sont temporairement installés à Aschow im Chiemgau, en Bavière. Leurs conditions de vie sont aux antipodes du statut qu'ils occupaient autrefois. Ils survivent grâce à de petites allocations, au soutien de la famille élargie et à des logements temporaires arrangés par les autorités locales. La perte de leurs biens, de leurs revenus et de leur protection politique marque le début d'une nouvelle phase, définie par des enquêtes, des audiences de dénazification et une lutte pour reconstruire une identité dans l'Allemagne d'après-guerre. Au lendemain de la guerre, la dénazification devient le processus central qui façonne la vie de Lina. À partir de 1946, elle fait face à une série d'audiences en Bavière visant à déterminer sa responsabilité politique et son droit aux aides publiques. Les tribunaux examinent son soutien précoce au national-socialisme, son mariage avec un haut responsable SS et les avantages matériels dont elle a bénéficié sous le Troisième Reich. Lina avait rejoint le parti nazi en 1931, bien avant l'arrivée de Hitler au pouvoir. Elle décrit plus tard cet acte comme un élan d'idéalisme, affirmant avoir été emportée par l'enthousiasme pour le renouveau national. Les enquêteurs notent que son adhésion précoce suggère une conviction, pas une contrainte. Ils soulignent également son implication étroite dans les cercles sociaux de l'élite SS qui lui donnaient accès à des réseaux politiques et une certaine influence.
Lina rejette cette interprétation, insistant à répétition qu'elle n'a joué aucun rôle dans le travail de son mari. En 1949, Lina est classée mittelfrein, suiveuse, plutôt qu'actrice active. Ce statut lui permet d'éviter les sanctions majeures. Elle fait néanmoins face à des difficultés financières, ayant perdu le domaine familial en Tchécoslovaquie et ne disposant d'aucune profession. Tout au long de la fin des années 40, elle cherche à être reconnue comme veuve d'un officier allemand, ce qui lui donnerait droit à une pension en vertu du droit allemand. Son dossier repose sur une question technique. Reinhard Heydrich, malgré son grade SS, était-il toujours considéré comme membre des forces armées allemandes au moment de sa mort ? En 1954, un tribunal de Munich rend une décision controversée. Les juges statuent que Heydrich, en tant que chef de l'Office central de la sécurité du Reich, détenait toujours un statut ouvrant droit aux droits des militaires. Lina est donc éligible à une pension de veuve. La décision enflamme le débat public. Les critiques font valoir qu'un homme universellement connu, comme l'un des responsables de la sécurité les plus puissants et les plus redoutés du régime, ne saurait être traité comme un soldat tombé au combat. Les partisans de la décision soulignent les critères juridiques étroits appliqués, sans jugement moral. La décision devient un point de référence dans les débats plus larges sur la justice d'après-guerre et la mémoire collective. Certains chercheurs s'interrogent sur l'influence que le témoignage de Lina, qui la dépeint comme une épouse politiquement passive, a pu avoir sur l'issue du jugement. D'autres soutiennent que les tribunaux étaient liés par des définitions législatives ne laissant aucune place aux considérations morales. Quoi qu'il en soit, la pension offre à Lina une stabilité financière à un moment où de nombreuses familles d'anciens nazis luttent pour reconstruire leur vie. Au début des années 50, Lina Heydrich a achevé les étapes formelles de la dénazification. Elle est légalement autorisée à travailler, voyager et recevoir le soutien de l'État. Sa pension, sécurisée après la décision de Munich en 1954, elle commence à reconstruire sa vie dans une nouvelle direction. La famille s'installe finalement sur l'île de Fehmarn, au large de la côte nord de l'Allemagne de l'Ouest. Lina y ouvre une pension appelée Pension Imbria, qui devient à la fois son gagne-pain et le centre de son réseau social. Tenir cette pension amène Lina au contact de touristes, de locaux et d'anciennes connaissances d'avant 1945. Plusieurs témoignages notent qu'elle maintient des liens avec des familles connectées à l'élite SS. Sa loyauté envers son mari et envers la vision du monde qu'il partageait reste sans équivoque. Elle se présente souvent comme une victime incomprise du climat d'après-guerre. Dans ses interviews, elle met en avant les épreuves qu'elle a traversées comme veuve et mère, tout en minimisant ou rejetant les conséquences plus larges du régime que son mari a servi. En 1976, Lina publie ses mémoires intitulées « Vie » avec un criminel de guerre. Le livre attire immédiatement l'attention. Les critiques font valoir qu'il présente un récit incomplet et sélectif du rôle de Reinhard Heydrich au sein du RSHA. Il note que Lina détourne la responsabilité de son mari, remet en question des preuves historiques établies et met l'accent sur ses qualités privées plutôt que sur ses actions publiques. Les historiens débattent encore pour savoir si les mémoires reflètent une conviction sincère, une stratégie de présentation de soi ou un mélange des deux. L'intérêt du public pour Lina ressurgit dans les années 70 et 80 quand des journalistes et des chercheurs se rendent à Fehmarn pour l'interviewer. La journaliste Nancy Dougherty, lors de conversations enregistrées avec Lina, rapporte une défense ferme de Reinhard Heydrich et la conviction de sa veuve que l'histoire l'a jugé injustement. Selon ces entretiens, Lina s'exprimait avec une mémoire vive et une conviction inébranlable, racontant les détails de la vie de son mari avec précision. Les observateurs notent qu'elle ne manifeste aucune volonté de réinterpréter le passé, présentant le portrait d'une femme dont les convictions sont restées intactes. Les débats autour de ces déclarations publiques touchent à une question plus large. Comment les sociétés d'après-guerre doivent-elles traiter les témoignages de personnes restées loyales à des régimes discrédités? Certains chercheurs soutiennent que les interviews de Lina éclairent la mentalité des familles associées au SS. D'autres mettent en garde contre ces récits, qui remettent
souvent en question les recherches historiques établies. La vérité varie selon qu'on privilégie les documents d'archives, les témoignages personnels ou l'interprétation scientifique. Au début des années 80, la santé de Lina commence à décliner, bien qu'elle reste active à la pension aussi longtemps que possible. Ces dernières années à Fehmarn sont relativement calmes, marquées par des visites d'amis et des discussions occasionnelles avec des chercheurs. Elle meurt le 14 août 1985, à l'âge de 73 ans. Sa mort clôt un chapitre qui a couvert la montée du Troisième Reich, son effondrement et 4 décennies d'Allemagne d'après-guerre. Son héritage reste controversé. Pour certains, elle symbolise la persistance de la loyauté au sein des familles liées à la direction nazie. Pour d'autres, elle représente les complexités de l'identité d'après-guerre et les défis auxquels l'Allemagne a été confrontée pour réconcilier les récits personnels avec la responsabilité historique. Les années d'après-guerre ont reconfiguré la vie des enfants Heydrich de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu anticiper. La réputation de leur père, la loyauté de leur mère et la perte de leur domaine les ont placés dans une position délicate dans une société qui s'efforçait de faire face à son passé. Chaque enfant a suivi un chemin différent, façonné par ses choix personnels et le poids de son patronyme. Le fils aîné, Klaus, n'a pas vécu pour voir la fin de la guerre. La tragédie a frappé la famille en octobre 1943. Klaus meurt dans un accident de la route près du domaine, heurté par un camion de livraison alors qu'il était à vélo. Sa mort est un coup dévastateur pour Lina, qui y fait référence à plusieurs reprises dans ses interviews ultérieures. Hitler envoie ses condoléances et des figures des SS assistent aux funérailles. Heider Heydrich devient le plus connu publiquement des enfants survivants. Après la fuite de la famille en Bavière, en 1945, il achève sa scolarité dans la région et poursuit ensuite une carrière d'ingénieur. Pendant des décennies, Heider évite l'attention publique et décline les interviews, choisissant de garder ses distances vis-à-vis des discussions sur le rôle de son père dans la guerre. En 2009, il fait une rare exception et accepte de parler avec John Martin, l'auteur de The Mirror Caught the Sun, Opération Anthropoïde 1942. Dans cette conversation, il adopte une posture résolument défensive à l'égard de son père. En 2011, Heider revient brièvement sous les projecteurs après avoir proposé de soutenir la restauration de l'ancienne résidence familiale à Panenské Břežany. La proposition suscite de vives réactions en République tchèque, où la propriété reste étroitement associée à l'administration de guerre de son père. Les responsables locaux notent qu'Heider avait quitté le domaine enfant en 1945 et considèrent son offre comme une tentative d'aider à préserver un site historique. La réaction publique, cependant, reflète un malaise plus large face à toute initiative liée au nom Heydrich. Certains commentateurs soutiennent que restaurer la propriété avec son implication risque de reléguer au second plan les souffrances vécues sous l'occupation nazie, tandis que d'autres voient dans le geste une possible forme de reconnaissance plutôt que de tribut. Les deux enfants les plus jeunes, Silke et Marthe, ont mené des vies beaucoup plus privées. Les informations fiables sur Silke sont rares. Un rapport non confirmé suggère qu'elle aurait émigré aux États-Unis, mais aucune source vérifiée ne l'atteste. Marthe, qui porte désormais le nom de Beyer, vit toujours à Fehmarn, où elle tient une petite boutique de vêtements. Comme son frère, elle n'accorde pas d'interview. Elle n'a jamais connu son père et dit savoir peu de choses sur lui. Dans une remarque publiée dans le magazine allemand Stern, elle note que les gens ne peuvent pas ne pas imaginer ce que c'est que d'avoir un tel père et que son nom la suit jour et nuit. Les perspectives familiales divergent. Le fils de Marthe, Reinhard, a exprimé l'opinion que personne ne connaît vraiment l'étendue complète de ce que son grand-père a fait. À l'inverse, Peter Thomas Heydrich, fils du frère de Reinhard, Heinz, a déclaré publiquement qu'il trouve regrettable que les enfants de Reinhard ne se soient jamais distanciés des actions de leur père, ni n'aient reconnu, même symboliquement, les souffrances vécues sous son autorité.
Ces points de vue divergents illustrent la complexité de naviguer avec l'héritage Heydrich au sein même de la famille élargie. Ce qui est clair, c'est qu'aucun des enfants Heydrich survivants ne s'est impliqué dans des politiques extrémistes ou dans un activisme public lié au Troisième Reich. Leurs vies ont divergé radicalement de l'héritage public revendiqué par leur mère. Là où Lina a défendu Reinhard Heydrich jusqu'à sa mort, les enfants ont choisi des chemins offrant l'intimité et la normalité plutôt que l'affrontement public ou l'alignement idéologique, portant chacun à leur manière le poids d'un nom qu'ils n'ont pas choisi dans un monde qui ne l'a jamais oublié. Azizai, ce récit vous a tenu en haleine, il reste tant d'autres histoires à explorer ensemble. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer, activez la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo, et dites-nous en commentaire quelle figure de cette époque vous voudriez qu'on explore ensuite. Vos suggestions façonnent directement ce que nous racontons ici.